Eh bien, rebonjour, et nous sommes toujours vendredi 17 mars 2023 et je continue mes réflexions à partir de cet ouvrage superbe de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. René Jean Dupuy, c'était un juriste en droit international et un philosophe, disons, moi je le considère comme tel en tout cas. Euh, Et donc cet ouvrage essaie de, enfin, voilà, éclaire le concept d'humanité, euh, son évolution dans l'humanité justement, et avec comme point d'orgue les, le, euh, l'imagination des fonctionnements universels comme l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, etc., les organisations internationales, euh, le tribunal contre les crimes contre l'humanité, etc. Voilà, cette élévation de la conscience humaine à ce degré. Alors la conscience humaine n'a pas toujours été consciente de l'ensemble humain, de cette idée d'humanité. Déjà, voilà, il y a 6 ou 7 000 ans, les hommes ne se connaissaient pas entre eux. Il y a 3 000 ans, même s'il y avait des désirs dans les grands empires d'unifier des grandes parties de la, des êtres humains, et bien souvent à travers la violence, parce qu'ils connaissaient que ça. Il y avait le niveau de conscience n'était pas encore assez haut pour entrevoir une unité, une unification paisible, comme on peut commencer à l'entrevoir avec l'ONU, par exemple. Voilà, l'idée, elle est là. Mais bon, la réalité est autre, hein. On le voit avec la guerre qui est encore à nos portes et qui n'a pas vraiment disparu de l'état d'esprit humain. Alors, ça enlève du crédit à cette idée que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net, selon laquelle l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, la paix universelle, la fraternité entre les hommes, voilà, le fait d'avoir construit un paradis, l'humanité construit sans le savoir un paradis pour ses futurs descendants, pour nos futurs descendants. On, 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 on l'ignore, mais c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, sur ce site, mais on construit réellement le paradis pour le futur. Et ce paradis, voilà, je vous laisse le soin d'aller le découvrir. Alors, je continue la lecture, je découvre en même temps, et voilà, on commente en fonction. Alors, la Société des Nations. Alors, la Société des Nations, ben, ce qui serait bien, c'est que je regarde, en fait, comment je pourrais faire pour que ça soit. Alors, la Société des Nations, pour savoir quand est-ce qu'elle a été. Société des Nations. Voilà, elle est là, la Société des Nations. Alors, la Société des Nations, Wikipédia, était une organisation introduite par le traité de Versailles en 1919, donc, et dissoute en 1946. Alors, la Société des Nations, c'est l'ancêtre, à mon sens, de l'ONU, justement, qui s'impose à la sortie de la Première Guerre mondiale, qui a vu une déflagration hallucinante, quoi, entre les nations européennes, déjà, et qui s'est étendue quasiment au monde. Mais, et donc, c'était pour préserver le retour de cela. Et finalement, quelques, une décennie, 2 décennies après, on se retrouve avec 1939 et le retour d'une guerre mondiale encore plus dévastatrice, encore plus monstrueuse.
et plus criminel qui a amené l'humanité à fonder l'ONU, à fonder les tribunaux contre les crimes contre l'humanité, etc. Voilà. Et tout ça, c'est en évolution. Ils ne sont pas encore justes, l'ONU n'est pas encore juste, toutes ces organisations internationales, pour l'instant, n'ont pas atteint leur niveau. Je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes pour comprendre ce que je dis quand je pense qu'elles ne sont pas encore justes. Voilà. Alors, la Société des Nations, n'ayant qu'incomplètement retiré à ses membres le droit à la guerre, alors qui est-ce qui faisait partie des membres? Je pense que tous les grands pays démocratiques s'y étaient inscrits à cette charte. Alors, la Société des Nations, n'ayant qu'incomplètement retiré à ses membres le droit à la guerre, parce qu'en fait, ce mouvement international avait comme but, apparemment, de retirer à ses membres le droit à la guerre, c'est-à-dire de ce qui constituait avant et depuis des millénaires un droit tout-puissant et inaliénable d'un groupe humain, que ce soit une nation, un pays, etc., à partir en guerre, au fond. Donc là, c'était une évolution déjà dans le droit. Alors, la rencontre de la communauté et de la société internationale ne devait se réaliser qu'avec l'article 2, paragraphe 4 et le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, l'un prohibant non seulement le recours à la force, mais aussi toute menace de l'utiliser. Et on voit à quel point cette menace a perduré jusqu'à aujourd'hui et tout le monde l'a employée. Toutes les grandes puissances l'ont employée en fait. La menace, et certaines ont eu recours à la force. L'autre établissant un système de répression de l'agresseur. Pour autant, on retient moins l'idée de la protection d'un État contre une éventuelle agression que celle du maintien de la paix au sein de la communauté internationale. Voilà, mais je l'avais lu ça. Donc, il faut... mais j'avais même lu cette partie-là. Alors, oui, on en était ici, en fait. Le mythe coercitif, la résolution 2330-12 du 18 décembre 1974, par laquelle la communauté des nations est enfin parvenue à donner une définition à l'agression, a été saluée comme le couronnement d'un long effort remontant à la SDN, à la Société des Nations. Alors, en 1974, ils arrivent à définir l'agression. Qu'est-ce que c'est que l'agression? Et évidemment, il y a eu depuis 1974 de nombreuses autres agressions. Et toutes les agressions ont trouvé le moyen de contourner les règles, les lois. C'est pas difficile, hein, voilà. Actuellement, les Russes font la même chose. Ils disent ils appellent ça pas une guerre, mais une intervention. Je ne sais pas quelle terminologie ils ont utilisée, mais en fait, c'est toutes ces terminologies qui ont permis aux Américains, aux Européens, à l'Occident, à aller faire les guerres qui ont été en cours en Libye, en Somalie, en Irak, en Afghanistan, etc., avec donc un mandat de l'ONU, en somme, hein, derrière cette chose-là. Donc, voilà. Et là, je crois que les Russes ont utilisé, je pense, les mêmes arguments, pour continuer. Donc, on voit bien que
euh, l'ONU est encore défaillant sur tout ça. Donc, évidemment, je pense qu'à la sortie de cette guerre-là, l'ONU va poser des verrous encore plus intenses pour empêcher cette manipulation possible qui a conduit à ces guerres que nous connaissons depuis 30 ans. Et c'est comme ça que le droit international évolue, comme le droit courant, hein, comme notre code, notre code pénal, il évolue avec des êtres humains qui trouvent un moyen d'abuser leurs congénères tout en étant dans la légalité. La société s'en rend compte et pose une loi, ça à partir de dorénavant, ça sera interdit. Et c'est comme ça que le code pénal, il y a peut-être 1000 ans, il faisait 50 articles, et maintenant, il y en a peut-être 5000, voilà. Donc, c'est comme ça que, le, nos interdits évoluent, l'interdit d'abuser autrui évolue, que ce soit pour un individu, comme pour une nation, comme pour la communauté des nations. Donc, il serait enfin possible de clarifier les situations nées du recours à la violence. Selon l'Assemblée générale, l'agression est la forme la plus grave et la plus dangereuse de l'emploi illicite de la force. Cette formule laisse déjà penser que le concept juridique de l'agression relève de l'approche mythique, puisqu'on admet que l'illicite ne constitue pas à lui seul l'acte d'agression et qu'une hiérarchie est ainsi supposée entre les usages illégaux des armes, seuls les plus graves étant qualifiés d'agression. Voilà. Et c'est là où on voit à quel point on arrive à faire des guerres où on va tuer 500 000 personnes tout en étant dans la légalité. Voilà. Et donc, il faudra sortir de cela. Et là, actuellement, en Ukraine, ils doivent être à 200 ou 300 000 morts. Voilà, on est dans des choses équivalentes de ce qui s'est passé en Irak ou ailleurs. Et donc, il va falloir que l'ONU, ça va obliger l'ONU, je pense, à élever tous ces seuils d'interdits. Voilà. Alors, les États veulent-ils se ménager une réserve d'attitude illégale? C'est exactement ce qui s'est passé. Les États se sont ménagés des réserves d'attitude illégale. Pas les États, hein, surtout les États dominants, hein, parce que les autres ne font qu'imiter les dominants, en somme. Voilà, si les États-Unis, sous le couvert de l'ONU, peuvent aller faire, avec les Occidentaux, peuvent faire des guerres comme ça, on est obligé de comprendre pourquoi l'Arabie saoudite va vouloir faire sa propre guerre, pourquoi la Serbie va vouloir faire sa propre guerre, pourquoi tel pays, l'Érythrée ou je ne sais pas lequel, va vouloir faire sa propre guerre. En fait, l'humanité fonctionne sous la forme du mimétisme. Et on imite le système dominant, on imite les systèmes dominants. Donc voilà, les Américains montrent leur épreuve de force avec des armes, etc. Et tous les petits cerbères, tous les petits chefs des pays émergents, par exemple, vont vouloir leur armée, vont vouloir leur, leurs avions de guerre, vont vouloir, etc. Et, en fait, c'est le modèle qui est dispatché. Donc, il faudra changer de modèle. Changer de modèle fera changer la vision du monde au niveau de la guerre. Pardon. Donc, cette formule laisse déjà penser que le concept relève de la... Oui. Où est-ce qu'on en est?
Les États veulent-ils? Oui, ça on l'a vu. Or, la lecture de la liste des faits constitutifs d'agression aux yeux des Nations Unies ne facilite pas la pratique d'une hiérarchie, car elle est si complète qu'elle les absorbe pratiquement tous. L'hypothèse visée par elle, l'invasion ou l'attaque du territoire d'un État par les forces armées d'un autre État ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d'une invasion ou d'une telle attaque, ça c'est la phrase sans doute de l'ONU, est singulièrement vaste et l'on voit mal quel cas d'attaques illicites y échapperait. Il n'y a pas de, normalement, aucune, sous ce revers-là, aucune guerre ne pouvait se pratiquer depuis 1974. Voilà, depuis qu'ils ont sorti ce texte. Mais en fait, il y a des moyens, ils ont tous trouvé des moyens pour envahir un pays qui n'est pas le leur, pour faire une attaque, etc., etc., pour attaquer un territoire ou un État par les forces armées d'un autre État. C'est exactement ça. Sauf que ils se sont couverts derrière des mandats, derrière des phrases ou des manipulations. En somme. Il semble donc... Alors, la résolution prévoit aussi l'annexion, même temporaire, d'un territoire, le bombardement, le blocus des ports et des côtes et divers cas plus complexes. Et c'est ce qui a fait que, par exemple, je pense, mais c'est sous cet interdit que l'ONU a exigé de Saddam Hussein, qui avait envahi le Koweït, qu'il se retire. Voilà, par exemple, je pense que c'est ça. C'est derrière ce genre de choses. Alors, il semble donc que la notion d'agression embrasse toutes les hypothèses de recours illicite à la force. Or, le Conseil de sécurité se montre fort réticent à parler d'agression. Il y a des mots qui font peur. Dès lors que l'on a fait de l'agression le crime suprême, on n'ose plus la constater. Voilà exactement ce qui se passe. Et là, on se retrouve devant ce cas de figure. Pourquoi? Parce que s'ils attaquent c'est une agression de la Russie sur l'Ukraine, évidemment. Mais si les Nations Unies, je pense que s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils seraient obligés de considérer... Les Russes ont dû utiliser les mêmes arguments que les Américains pour leurs propres agressions quelque part. Et donc, les Nations Unies ne peuvent pas condamner les Russes parce que sinon, ils seraient obligés de condamner aussi les autres pays agresseurs qui font ça. Voilà. Et c'est là où c'est pour ça que tant que les Nations Unies seront dominées par un système, que ce soit les Américains, les Chinois, les Russes ou qui que ce soit, ils ne pourront pas être justes. Pour être juste, il faut qu'ils soient libérés totalement de toute domination. Et ce n'est pas le cas actuellement. Alors, les Big Five ne peuvent la dénoncer dans une affaire que si aucun de leurs alliés ou clients ne s'y trouve impliqué. Voilà, c'est ça. Les Big Five, c'est quoi? C'est les 5 grands, peut-être les 5 grandes puissances ne peuvent la dénoncer dans une affaire que si aucun de leurs alliés ou clients ne s'y trouve impliqué. Et oui, voilà, c'est exactement la manipulation. Le problème de la manipulation, c'est que c'est un boomerang. Elle revient sur la face du système. Un système qui utilise la ruse pour abuser l'ONU et faire une guerre, eh ben, est à la merci d'une autre puissance qui va utiliser les mêmes arguments pour faire la sienne. Voilà. Et donc, on doit comprendre ce mécanisme-là pour en sortir, quoi. Alors, les Big Five ne peuvent la dénoncer dans une affaire que si aucun de leurs alliés ou clients ne s'y trouve impliqué. Tiens, on va regarder d'ailleurs
ce que c'est que ces Big Five. Qu'est-ce que c'est que ces Big Five? Alors, Big Five. Qu'est-ce que c'est? Modèle de Big Five. Alors, on ne sait pas en fait. Théorie des 5 grands facteurs de personnalité. Bon, bref, voilà, je vous renvoie à la réflexion à ce sujet-là. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'ils sont ces Big Five? Voilà. Les Big Five ne peuvent la dénoncer dans une affaire que si aucun de leurs alliés ou clients ne s'y trouve impliqué. Puisant dans la sémantique de la charte, le Conseil de sécurité utilise le plus souvent l'expression de rupture de la paix. Voilà, rupture de la paix pour éviter de déclarer une agression, quoi. Et bon, c'est pour ça que c'est très important que je lise cet ouvrage-là par rapport à la théorie que je défends. Parce que là, je pensais jusqu'à présent qu'il fallait que l'ensemble, qu'on passe sur un partage du leadership entre grandes puissances. C'est-à-dire que l'Occident, par exemple, accepte de partager le leadership avec les Chinois, avec les Russes, avec les BRICS, je ne sais pas, voilà, les pays dominants actuellement. Mais en fait, ça ne suffira pas parce que l'oppression sera là. Donc, il y a bien, c'est bien l'ONU qui doit passer en tête de liste. C'est l'ONU qui doit avoir la toute-puissance. L'ONU doit être plus puissant que les États-Unis, militairement, plus puissant que les Chinois, plus puissant que les Russes, plus puissant que, etc., que l'OTAN, etc. Et à cette condition-là seulement, il pourra dire stop. Voilà. C'est-à-dire que au lieu que l'ONU ait, je ne sais pas, actuellement peut-être 10 millions de soldats qui viennent de tous les pays, chaque pays envoie des soldats à l'ONU, au lieu qu'ils aient 10 millions, il faut qu'ils en aient 100, 200 millions. Si par exemple l'OTAN a 150 millions de soldats disponibles, eh ben, il faut que l'ONU ait le double. Si les Chinois ont une capacité militaire de tant de soldats, il faut que l'ONU ait plus que ça. Voilà. Il faut que l'ONU ait plus d'armes, plus d'avions militaires que la somme des autres nations. Il faut, etc., etc. Et à cette condition-là, l'ONU peut dire au Yémen, tu n'attaques pas ton voisin, mais peut aussi le dire aux États-Unis, peut le dire aux Russes, peut le dire aux Chinois, etc. Toute velléité serait neutralisée par la puissance de l'ONU. Et en fait, c'est clair que ça ne peut pas se faire par la conscience. Il faut qu'on ait encore, notre niveau de conscience est trop faible, donc c'est par la force que la paix doit s'imposer. C'est vraiment, c'est terrible, hein, parce que ça nous met encore très proche de nos origines primates, quoi, à ce niveau-là. Et pourtant, nous sommes aux abords de l'unification. Et nous avons quand même ces pulsions primaires de domination, etc. Mais si c'est comme ça, c'est qu'il faut que ça soit comme ça. Voilà.
Par rapport à la théorie que je défends, c'est comme ça. Alors, dans l'univers des images, elle évoque, donc la rupture de la paix, elle évoque une réalité moins figurative, pouvant recouvrir une situation plus floue. Sans doute est-il rare en fait qu'une rupture de la paix ne soit pas la conséquence d'un acte d'agression, surtout depuis que celle-ci a fait l'objet d'une définition établie sur une casuistique fort détaillée. Là, c'est là où René Jean Dupuy, c'est extraordinaire. Et je pense qu'il est à l'origine de nombreux juristes internationaux comme ça. Et ça, c'est une bénédiction parce que vraiment, il y a une conscience humaniste et de justice. Et donc, ces juristes-là vont pouvoir neutraliser justement même les grandes puissances à force. Il faudrait qu'ils arrivent à se fédérer, les juristes du monde, les juristes en droit international, qu'ils se fédèrent et qu'ils puissent dire, bon là, voilà, il faut qu'on légifère à tel endroit, il faut qu'on puisse plus nous manipuler par tel moyen, etc., etc. Qu'on puisse plus manipuler l'ONU par tel moyen. Voilà. Mais on fait comme si elle résultait de la survenance d'une situation dont on ne voit pas à qui en imputer la production. On peut ainsi s'évader de la recherche et de la dénonciation du coupable. J'aimerais bien savoir s'il a écrit cet ouvrage à la sortie de la première guerre d'Irak. Quand est-ce qu'elle a eu lieu, cette première guerre d'Irak? Parce que c'est ça qui est quand même... alors, guerre Irak. Parce que on peut comprendre alors, ça c'est la seconde guerre, alors la première. Guerre Irak. Où est-ce qu'elle est cette guerre? Est-ce qu'on va la trouver ici, la procès? Donc ça, c'est son procès. Guerre d'Irak, c'est la deuxième. La première organisée. Bon, dans la zone du Golfe. Guerre du Golfe. Bon, mince, je suis désolé. Je suis désolé, mais je ne le trouve pas. Bon, bref. En tout cas, c'est son travail, et parce que c'est curieux. Alors, je ne sais pas à l'époque de la sortie de cet ouvrage, en 91, mais il n'a pas eu l'écho, à mon sens, qu'il mériterait d'avoir. C'est pour ça que je suis même très content de l'éclairer là, même s'il y a très peu de gens qui s'y intéressent. Je vois que depuis que je travaille sur cet ouvrage-là, il y a de moins en moins de vues, mais je pense que c'est majeur. C'est vraiment un ouvrage majeur. Et je pense que le fait qu'il ait été un peu sous-estimé n'est pas... le système ne voulait pas, dans ces 30 dernières années, là où il y a eu un nombre considérable de guerres qui ont été faites sous le couvert de l'ONU, je pense que le système ne voulait pas entendre parler de cet ouvrage, ne voulait pas, parce qu'il conteste vraiment l'abus quoi, de l'ONU par le système dominant. Alors, on peut ainsi s'évader de la recherche et de la dénonciation du coupable. La diplomatie l'emporte sur le droit. Il n'y a guère que l'Afrique du Sud et la Rhodésie qui aient donné au Conseil de sécurité du temps de la guerre froide l'occasion d'utiliser le terme d'agression avec l'accord de l'Union soviétique et des États-Unis.
l'un et l'autre soucieux de ne pas indigner les 77. Et c'est là où on voit qu'il faut qu'il y ait l'accord de l'ensemble. Donc il y a quelque chose qui... Alors c'est nécessaire, hein, parce que s'il suffisait de l'accord des États-Unis ou de l'accord des Chinois ou de l'accord des Russes, évidemment, ça déséquilibrerait le tout. Seulement, comme il faut l'accord de tous, au moins des membres permanents, là, des membres dirigeants, on se rend compte que c'est une façon de laisser passer toutes les agressions de ces 5 membres dirigeants-là, que sont les États-Unis, les Chinois, les Russes, les Français, je ne sais plus qui sont là-dedans, mais voilà encore une chose qu'il faudra dépasser, vraiment. C'est pourquoi l'ONU doit prendre le pouvoir. Alors, en revanche, dans les rapports Est-Ouest, la guerre froide a multiplié les agressions dans le tiers-monde, mais elle a interdit de les constater. Exactement, voilà. C'est là où on voit la perversion du système par les dominants. Mais c'est une évolution, hein, parce qu'on sort quand même de la toute-puissance en même temps. Comment l'ONU ne serait-elle pas soucieuse de se garder de trancher des problèmes de droit qui risqueraient de la faire éclater? Et voilà, il y a ça aussi, c'est clair. C'est que d'ailleurs, ils cherchent à la faire éclater. Là. Il me semble que certains pays voudraient faire éclater l'ONU. Ça serait un recul, mais monstrueux dans l'évolution de l'humanité. Mais peut-être qu'il faudra passer par un recul comme ça, puisque la Société des Nations a été abolie à un certain moment et on est passé sur un autre modèle. Alors qu'est-ce qui viendrait derrière? C'est ça qu'il faudrait savoir. La résolution de 1974 ne pouvait modifier la pratique des Nations Unies. Elles ont toujours manifesté une grande prudence terminologique au Conseil de sécurité, quitte à montrer plus d'audace à l'Assemblée générale. Voilà. Alors tout ça, il faudrait être bien pointu dans les rouages de l'ONU et de l'Assemblée générale de l'ONU, etc., du Conseil de sécurité, et ce n'est pas mon cas. Donc, par contre, j'espère que ça permettra de vous intéresser à ça si vous écoutez et que vous êtes intéressé par cette chose-là. Lors de la guerre de Corée, l'absence du délégué soviétique semble avoir enhardi le Conseil sans tout de même lui permettre d'aller trop loin dans la netteté. Le 27 juin 1950, il prit acte de l'invasion armée de la République de Corée par des forces venant de la Corée du Nord. Acte qualifié cependant de rupture de la paix, encore qu'il soit malaisément dissociable de la notion d'agression. Donc là, déjà, dans toutes ces guerres, Vietnam, etc., Corée, toute l'ONU était là et il y avait déjà tout ce travail autour pour pouvoir faire des guerres d'agression tout en restant dans la normalité. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a 80 ans. Il y a 80 ans qu'on arrive à trouver le moyen de contourner le système pour faire des guerres d'agression, et tous les grands dominants. Et donc, combien de temps faudra-t-il encore pour qu'on sorte de ce modèle? Ça, c'est une question importante. Peut-être il faudra encore 80 ans pour sortir de cette... et pour atteindre le fait que l'ONU soit devenue juste et tout puissant. Donc, l'Assemblée générale ne devait pas hésiter, le 1er février 1951, à accuser d'agression non seulement la Corée du Nord, mais aussi la Chine populaire. Depuis lors, la majorité automatique qui appartenait aux États-Unis y est passée aux États dits du tiers-monde. Ah, voilà. Alors, la majorité automatique qui appartenait aux États-Unis, et là c'était injuste évidemment. Ah, voilà. Et là c'est passé à la majorité est passée aux États dits du tiers-monde. Mais l'Assemblée est encore disposée, dans certaines circonstances,
sinon à dénoncer expressément une agression, du moins à la constater implicitement, comme elle l'a montré à propos de l'intervention soviétique en Afghanistan. Et nous savons qu'il y a des pressions sur les pays. À l'ONU, les pays dominants peuvent faire des pressions sur les pays de ce qu'on appelait avant le tiers-monde, pour avoir leur vote, etc. Et tout ça, ce sera condamné. Pour l'instant, ça n'est pas condamné, mais c'est destiné à être condamné. Voilà, comme aujourd'hui, la manipulation politique pour faire passer, je ne sais pas moi, la manipulation politique dans les médias n'est pas condamnée. Et dans 50 ans, eh bien, ce que les manipulations politiques médiatiques seront condamnées. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'évolution du droit qui amènera le fait que les manipulations des pays vulnérables ça sera condamné. Qu'une grande puissance essaye d'influencer un pays à l'ONU, ça sera condamné par une loi. Voilà. Donc, le Conseil de sécurité n'ayant pu s'y résoudre, l'affaire passa à l'Assemblée générale qui demanda le retrait immédiat, inconditionnel et total des troupes étrangères d'Afghanistan. Ah, ça c'est pour la... Ah mais non, mais j'ai pas lu le début. Alors, la Chine populaire. Depuis lors, la majorité, donc automatique à l'Assemblée, est encore disposée, mais l'Assemblée est encore disposée dans certaines circonstances, sinon à dénoncer expressément une agression, du moins à la constater implicitement, comme elle l'a montré à propos de l'intervention soviétique en Afghanistan. Le Conseil de sécurité n'ayant pu s'y résoudre, l'affaire passa à l'Assemblée générale qui demanda le retrait immédiat, inconditionnel et total des troupes étrangères d'Afghanistan. Voilà. Et on voit bien que ça n'a pas été le cas dès que les États-Unis, enfin sous le couvert de l'ONU, a eux aussi envahi l'Afghanistan. Il est évident que l'Assemblée générale, qui a acquis une certaine autorité normative, demeure impuissante à obtenir un retrait contre le gré d'un des 5 grands. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Les Big Five, là, c'est les 5 grands, alors. Ceux-ci s'en tiennent à la charte et concentrent dans le Conseil de sécurité l'exercice de maintien de l'ordre. Or, en réalité, les attitudes de cet organe ne peuvent qu'exprimer les tensions existant dans son sein, particulièrement entre les membres permanents, spécialement durant la guerre froide. Voilà, bien sûr, exactement. Donc c'est très clair, ça devient très clair ce qui est en train de se passer, ce qui se passe, et on peut mesurer l'évolution logique de ces règles, de ces normes, de ce qui empêche l'ONU de pouvoir fonctionner correctement. Là, ça éclaire complètement la chose. Et en même temps, plus personne maintenant n'est dupe qu'il y a que l'ONU penche du côté de l'Occident. Et ça ne peut plus durer. C'est pas quelque chose... je pense que les pays africains ne peuvent plus supporter ce genre de choses. Les pays asiatiques ne peuvent pas supporter ça, etc. Donc je pense qu'il va y avoir des évolutions, et peut-être que cette guerre, elle est là pour justement obliger le système à devenir beaucoup plus juste que ce qu'il est. Parce que là, il est en train de montrer son injustice, en somme. D'éclairer les injustices qui courent autour. Alors, seul un attachement aveugle au mythe de la paix par le pouvoir coercitif de l'organisation internationale
et un refus obstiné de suivre l'évolution des situations conflictuelles pouvaient attribuer à l'ONU leur règlement automatique. Qui contestera que le retrait soviétique d'Afghanistan a résulté non des résolutions qui y furent votées, mais des nouvelles orientations de la politique de Moscou. Bien sûr, c'est pas l'ONU qui a fait sortir les Russes de l'Afghanistan. C'est pas l'ONU qui a fait sortir les Américains, enfin les Occidentaux, d'Afghanistan. Voilà, c'est bien un changement de stratégie. C'est une politique qui ne pouvait plus avancer dans ce sens-là. Voilà. Et donc, on voit qu'à ce moment-là, ça discrédite totalement le système onusien. C'est terrible, hein, c'est triste, parce que comment être élu, se faire élire à la tête de l'ONU et voir son impuissance, c'est un peu craignos quand même, hein, pour ceux qui y sont passés. Que l'apaisement de certains conflits en Afrique ou en Asie suppose au préalable un arrangement entre les deux superpuissances ? Point d'interrogation. Quant à la guerre Iran-Irak, on ne pouvait en attendre la fin du pouvoir exécutif attribué au Conseil de sécurité par le chapitre 7 de la Charte. Voilà, alors c'est là où en revanche, l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak en août 1990. Alors pourquoi ils ont accepté que la guerre Iran-Irak aille à son épuisement? Pourquoi l'ONU n'a pas envoyé des forces de l'ordre, etc., pour arrêter cette guerre? Voilà, tout est là-dedans, dans les traitements injustes du système, et qui ne peuvent plus perdurer. C'est pas quelque chose... Alors, bien sûr que ça perdurera peut-être encore 30, 40, 50 ans, mais à un certain moment, il faudra sortir de cet état-là. Voilà, ça peut pas, les injustices ne peuvent pas perdurer. Et comme l'oppression d'un pays sur un autre, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 50 ans, peut-être 70 ans même. Mais il y a un moment, le système doit arrêter. Voilà. Le Franco, il a réussi par la force à tenir pendant je ne sais pas combien d'années, mais à un certain moment, c'est fini, ça lâche. Le colonialisme a réussi à tenir pendant un moment, mais ça ne peut plus se faire, il faut sortir, et puis il faut faire la paix, il faut se passer à un autre modèle, etc., etc. Donc l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak en août 90 a révélé la transformation fondamentale intervenue dans la structure politique du Conseil de sécurité. Voilà, c'est là où ça s'est imposé. Et c'est là où le système, parce qu'il fallait aller s'attaquer à l'Irak, en fait. C'est ça qui a motivé le truc. Donc il a bien connu. En fait, elle s'est faite en 90, donc cet ouvrage est paru en 91, et je pense que c'est en réaction aussi à ce qui s'était passé, justement, pour éclairer un peu le modèle tel qu'il se passait. C'est ça qu'a voulu faire, je pense, René Jean Dupuy. Donc, le rapprochement américano-soviétique, et oui, alors la Russie était tombée, donc là, il y a un rapprochement américano-soviétique, a eu pour effet de le recentrer sur le bloc des cinq grands, devenu unanime. Et ils ont accepté, parce que la Russie, sans doute, était sous Eltsine à ce moment-là, donc quelqu'un qui était que les États-Unis avaient un peu dans leur poche, il a accepté quelque chose qui n'aurait pas été accepté du temps de l'URSS. Ils n'auraient pas laissé... parce que je pense que Saddam Hussein était un des associés, était un peu soutenu par les Russes. Voilà. Et c'est la même chose qui s'est passée avec la guerre en Libye.
Il a fallu que les Russes acceptent pour que la guerre se passe. Et je pense que les Russes n'ont pas accepté que ça se termine comme ça en somme. Peut-être qu'ils se sont sentis abusés. Mais ça, je vous laisse regarder l'histoire pour savoir si c'est bien ça. Ça, c'est une intuition un petit peu par rapport à ce que j'ai lu. Mais bon, je ne suis pas ma géopolitique est, est réduite quand même. Donc, le rapprochement américano-soviétique a eu pour effet de la recentrer sur le bloc des cinq grands devenu unanime et de permettre au Conseil de décider des sanctions contre l'envahisseur. Voilà, là c'est là où ça a pu se faire. Donc il a fallu que Eltsine arrive, ça a amené une ouverture dans ce genre de choses. Et bien souvent, les choses passent par justement des moments de flottement, de faiblesse d'un système, et c'est comme ça qu'évolue la société humaine. L'arrêt de la guerre froide restituait sa vitalité à la fonction coercitive, en l'espèce sous forme d'embargo. Ah voilà, et c'est là où nous sommes partis dans l'idée des embargos. Cependant, même dans une affaire qui résultait d'une agression, au sens de la définition de 1974, bien que l'embargo existait contre Cuba et contre... Sans doute, c'était un moyen de pression bien antérieur à tout ça, évidemment. Le Conseil ne l'a pas expressément constaté. La première de ces résolutions mentionne une invasion ayant produit une rupture de la paix. Ce n'est que dans la 8e, intervenue à la suite de la violation de l'immunité des ambassades à Kuwait City, qu'il fut question d'actes agressifs commis contre des locaux et des personnels diplomatiques. Voilà comment l'évolution en fait de ce droit. Voilà, il a fallu que ça soit que l'exagération soit poussée à son comble pour que le système puisse dire voilà, c'est une agression, ça rentre dans ce cadre-là, etc., etc. Donc on voit à quel point le système il va avec des pincettes quoi dans toutes ces choses. Cette prudence terminologique semble traduire la rémanence d'une tradition et peut-être la conviction que l'emploi du mot agression devrait marquer le terme d'une aggravation progressive des agissements sanctionnés. Pour autant, l'action pacifiante de l'ONU ne se limite pas à l'action exécutive du Conseil de sécurité. Elle ne répond plus alors au schéma qui nourrit le mythe de l'organisation faiseuse d'ordre par la contrainte super-étatique. Ses succès sont alors l'effet de la diplomatie et non du châtiment de l'agresseur. Bon, je vais arriver au bout là, mais je respire plus du tout là. C'est une catastrophe de parler. Ça me demande un effort là, mais énorme. Et à chaque phrase, on dirait que je vais tomber dans les pommes tellement. Ça fait bizarre. Alors certes, la solution trouvée présente souvent un caractère de précarité, mais il est imputable à la mobilité des données plus qu'à la faiblesse de l'institution. Elle offre aux antagonistes ou belligérants un cadre incomparable pour la négociation, réduisant pour eux, par sa permanence et l'habileté du secrétaire général, les risques de perte de face et de rupture. Voilà, il y a aussi ça, c'est-à-dire que on ne peut pas se permettre de braquer les choses, quoi. C'est ça, il y a une diplomatie là inouïe qui se joue derrière l'ONU, derrière. C'est intense et ça développe la diplomatie mondiale, mais à une allure incroyable, quoi. Par rapport à entre 14, la façon dont les dominants se géraient entre eux admettons 1912, 13, 14, 13 avant la guerre, là, comment les relations étaient entre eux, c'était une catastrophe à mon sens. C'est ce qui a fait que la guerre est...
que la guerre en est arrivée là. Et on voit la différence entre cette époque-là et maintenant ce qui se passe à l'ONU. Et encore, on nous montre très peu de choses. Il devrait y avoir des chaînes de télévision en continu qui montrent ce qui se passe à l'ONU. L'humanité devrait savoir ce qui se passe à l'ONU bien plus que ce qui se passe chez Hanouna ou dans voilà, je ne sais pas moi. C'est une aberration qu'on méprise comme ça les peuples de l'humanité, quoi. Que tout se passe par-dessus eux. Ça veut dire que on est conscient que le peuple est suprême en démocratie, qu'il est souverain, mais tout le monde se comporte, tous les dominants se comportent comme si ils étaient en aristocratie et que le peuple, il est trop bête, et s'il est enfantin, il n'a pas besoin de comprendre. On fait les choses par-dessus sa conscience. Donc, il y a toujours une résolution du Conseil de sécurité qui somnole et que l'on peut réveiller une fois venu le moment des grandes lassitudes chez les combattants. Ah, voilà, c'est ça. Et là, on n'en est pas arrivé là encore avec cette guerre et avec les autres guerres qui sont dans le monde. Ainsi se trouve démontré tout autant le mythe de l'organisation internationale garante de l'exécution du droit que le contre-mythe de l'inutilité des institutions dans la production de la paix. L'organisation internationale n'incarne pas le mythe de la cité harmonieuse, malheureusement. Les États qui la composent sont trop opposés pour parvenir à la créer, mais suffisamment semblables pour continuer à se retrouver et à reprendre le long dialogue des nations. C'est génial ce qu'il dit. La paix par l'arme, par l'adieu aux armes. Voilà, ça sera le prochain chapitre. Eh bien, voilà, pour une fois, j'avance dans un bouquin un peu plus intensément et un peu plus en profondeur. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.